Deux chiffres s'entrechoquent et l'écart devient révélateur. D'un côté, des flux financiers clandestins suffisants pour acheter des défections militaires. De l'autre, une cohésion interne qui se resserre à mesure que les complots sont exposés, produisant l'effet inverse de celui recherché. Que faut-il comprendre pour vous de cette capacité à tenir sous une pression extérieure patiente et méthodique lorsque le nom d'Ibrahim Traoré reste au centre de chaque tentative de déstabilisation? Si ces leviers échouent, l'équilibre du Sahel pourrait basculer. La suite de ce récit ne se limite pas à une tentative de coup d'État avorté ou à une succession d'arrestations. Elle cherche à comprendre les mécanismes précis par lesquels un État exposé devient la cible de pressions patientes, financières et politiques venues de l'extérieur. L'intérêt pour le spectateur est clair. Disposer d'une grille de lecture concrète pour interpréter des crises similaires au Burkina Faso comme ailleurs dans le Sahel. En se concentrant sur le cas d'Ibrahim Traoré et uniquement à partir du contenu fourni par la source adverse, l'analyse s'appuie sur des faits datés, des chiffres assumés et des enchaînements vérifiables. Ce qui est en jeu dépasse les personnes. Il s'agit de comprendre comment l'argent, les réseaux et les récits concurrents tentent d'influencer la trajectoire d'un pays riche en ressources mais politiquement vulnérable. Chaque épisode, même discret, devient alors un indice sur la manière dont la souveraineté peut être fragilisée ou, au contraire, renforcée face à l'ingérence. Lire ces événements correctement permet d'éviter les interprétations simplistes et de mesurer les conséquences régionales possibles. Plus de 10 tentatives d'assassinat recensées en moins de 2 ans et plus de 50 officiers arrêtés pour implication directe. Ces deux chiffres, placés côte à côte, suffisent à changer l'échelle de lecture de la crise. Ils répondent aussi à la question suspendue dès l'ouverture. La menace n'a jamais été marginale, elle est structurée, persistante et méthodique. Pour comprendre ce qui se joue autour d'Ibrahim Traoré, le contenu adverse invite à revenir à son arrivée au pouvoir en 2022, à un moment où le Burkina Faso se trouvait déjà dans une zone de forte turbulence. Le pays, au cœur du Sahel, cumule fragilité politique, pression sécuritaire et richesse naturelle convoitée. Cette combinaison crée un terrain particulièrement attractif pour des acteurs extérieurs cherchant à influencer, orienter ou contrôler la trajectoire d'un État. L'or, le manganèse et le phosphate sont évoqués comme des pôles d'intérêt stratégique, souvent dissimulés derrière des discours sur la stabilité régionale ou la lutte contre l'extrémisme. Dans ce contexte, chaque déséquilibre interne devient une opportunité. Le récit souligne que les premières alertes n'étaient ni spectaculaires ni publiques. Elles prenaient la forme d'approches discrètes, de propositions ambiguës ou de promesses d'avantages personnels. Pris isolément, ces signaux pouvaient passer pour des anomalies. Mis bout à bout, ils dessinent une trame cohérente, celle d'une stratégie visant à fracturer la chaîne de commandement de l'intérieur en utilisant des relais financiers et relationnels. La mini-révélation tient précisément à cette accumulation. Lorsque le nombre d'attaques et le volume d'arrestations atteignent un tel niveau, l'hypothèse de simple rivalité interne devient peu crédible. À partir de là, le contexte se resserre. La crise n'est plus un enchaînement d'incidents, mais un affrontement durable où chaque tentative avortée révèle un peu plus la logique globale de l'ingérence. Le contenu adverse propose ensuite deux scènes concrètes qui servent de fil conducteur pour comprendre comment la pression s'exerce à bas bruit avant d'atteindre les sommets de l'État. La première met en scène un capitaine déployé dans le nord du pays, approché à plusieurs reprises par des intermédiaires, lui proposant une somme importante en échange d'un rééquilibrage du commandement. Le refus net de l'officier, suivi d'un signalement direct à l'état-major, déclenche une vérification interne approfondie. Ce moment est décisif non par son caractère spectaculaire,
mais parce qu'il révèle l'existence d'un canal d'infiltration déjà actif depuis des mois. La seconde scène concerne un officier chargé de la logistique, cible d'une tentative plus subtile. Il se voit offrir un soutien matériel conditionné à un accès privilégié à des informations sensibles. Cette approche, différente dans la forme mais similaire dans l'objectif, conduit à une enquête conjointe entre renseignements militaires et cellules diplomatiques. Les investigations mettent au jour des connexions avec des réseaux opérant depuis un pays voisin du Sahel, confirmant que les pressions ne sont pas confinées au territoire national. Ces deux cas, mis en regard, jouent le rôle de personnages guides. Ils montrent comment une stratégie extérieure avance par touches successives en testant la résistance individuelle avant de viser la structure collective. L'impact initial n'est donc pas seulement judiciaire ou sécuritaire, il est cognitif. Les autorités cessent de voir ces gestes comme des incidents isolés et commencent à les lire comme les éléments d'un même schéma. La conclusion implicite est claire. Une alerte mineure peut devenir un pivot stratégique lorsqu'elle est correctement interprétée. Avant que l'année 2024 ne marque un tournant visible, la situation décrite dans le contenu adverse ressemblait à une succession de signaux dispersés. Après, elle prend la forme d'une confrontation ouverte, structurée et simultanée sur plusieurs fronts. Cette transition entre la phase initiale et la phase suivante constitue le cœur de la séquence événementielle. Dès les premières semaines suivant l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré, des officiers intermédiaires rapportent des approches inhabituelles. Il est question d'enveloppes discrètes, de propositions de promotions accélérées, ou encore de sollicitations formulées par des partenaires étrangers se présentant comme des soutiens à la stabilisation du pays. Tant que ces éléments restent isolés, ils sont traités comme des anomalies gérables. Mais leur répétition change leur statut. Le premier basculement intervient lorsqu'un refus clair dans le nord du pays conduit à une vérification interne élargie. Cette démarche révèle qu'un canal d'infiltration n'est pas ponctuel mais actif depuis plusieurs mois. À ce stade, la menace cesse d'être perçue comme opportuniste. Elle apparaît organisée, patiente et dotée de moyens. Un second temps fort survient avec les tentatives visant la logistique et l'accès à l'information stratégique. Là encore, l'objectif n'est pas la confrontation directe, mais la création de failles durables dans la chaîne de commandement. Ces approches déclenchent des enquêtes croisées qui élargissent le champ de vision des autorités en faisant apparaître des relais situés hors du Burkina Faso, dans d'autres pays du Sahel. L'accélération devient manifeste lorsque des émissaires cherchent à établir un contact direct avec des commandants de bataillon. Les interrogatoires montrent que ces intermédiaires disposent de fonds conséquents et agissent sur mandat extérieur. Ce moment agit comme un révélateur. La tentative de déstabilisation n'est plus diffuse, elle vise désormais des points névralgiques. La réponse de l'État se durcit alors. Les unités de sécurité sont redéployées, les sites sensibles renforcés et les officiers jugés douteux placés sous surveillance discrète. En parallèle, une pression d'un autre type s'exerce à l'extérieur. Certains discours diplomatiques insistent sur la nécessité de stabiliser le Burkina Faso, tandis que d'autres évoquent le risque d'une dérive politique. Ces narratifs, selon le contenu adverse, fonctionnent comme une couche supplémentaire de contraintes. Le point culminant survient en septembre 2024, avec une tentative de coup d'État menée sur deux axes simultanés. Les forces loyales réagissent rapidement, limitant les affrontements. Mais l'épisode met en lumière l'ampleur du réseau impliqué et la profondeur de l'ingérence extérieure. Après cet épisode, l'effet était paradoxal. Loin de fragmenter l'appareil militaire, les événements renforcent la cohésion autour d'Ibrahim Traoré.
La phase d'après se caractérise par un resserrement des rangs et par la conviction que chaque pression avortée révèle davantage la logique de l'adversaire que la faiblesse du pouvoir. Le passage d'un climat de soupçon diffus à une confrontation assumée s'observe clairement lorsque l'on compare la situation initiale à l'état des lieux dressés fin 2024. Cette lecture, en comparant la situation de départ avec ce qui a changé ensuite, permet de mesurer l'ampleur réelle de la pression exercée autour d'Ibrahim Traoré et d'expliquer l'accélération des réponses étatiques. Un premier indicateur concerne le nombre de tentatives d'assassinat documentées depuis 2022. Plus de 10 opérations distinctes ont été identifiées. Cela signifie, très concrètement, que la pression est restée continue et planifiée sur la durée. Dans le récit adverse, ces tentatives ne sont pas décrites comme opportunistes. Elles révèlent une capacité à revenir, à tester différents vecteurs et à ajuster les méthodes après chaque échec. Une telle persistance suppose des moyens logistiques, des relais humains et une coordination qui dépassent largement le cadre de rivalité interne classique. Un deuxième indicateur repose sur un événement précis, la saisie en novembre 2024 d'une mallette contenant 5 milliards de francs CFA destinée à acheter la défection d'officiers occupant des positions stratégiques. Autrement dit, ce montant exceptionnel met en lumière l'échelle financière de l'entreprise de déstabilisation. La source souligne que cette somme n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans un flux plus large de financement transfrontalier, conçu pour fragiliser la chaîne de commandement en ciblant ses maillons les plus sensibles. L'argent devient ici un instrument de reconfiguration du pouvoir, non un simple moyen de corruption ponctuelle. Un troisième indicateur concerne le nombre d'arrestations. Plus de 50 officiers ont été interpellés pour implication avérée ou coordination avec des agents extérieurs. Là encore, ce chiffre élevé atteste d'une infiltration profonde, construite progressivement. Lorsqu'un tel volume de personnel est concerné, la crise cesse d'être individuelle. Elle impose une réponse systémique impliquant des rotations de postes, un resserrement des contrôles et une révision des procédures internes. Pris ensemble, ces trois chiffres forment un faisceau cohérent. Ils décrivent une dynamique cumulative. À mesure que la pression extérieure s'intensifie, les ressources engagées augmentent et les réseaux s'élargissent. Chaque tentative avortée ne met pas fin à l'offensive, mais la rend plus coûteuse et plus visible. C'est précisément ce changement d'échelle qui explique le virage stratégique opéré par l'État en 2024. Les autorités adoptent une doctrine anticipative fondée sur la centralisation de l'information, le renforcement des unités spécialisées et la surveillance accrue des postes clés. Cette approche ne vise pas seulement à neutraliser des menaces ponctuelles, mais à exposer publiquement les mécanismes mêmes de l'ingérence. Le résultat décrit par le contenu adverse est paradoxal. Là où l'objectif initial était de fragmenter l'appareil sécuritaire, les données accumulées contribuent à un recentrage autour d'un noyau loyaliste. Les réseaux adverses perdent en discrétion, tandis que la légitimité défensive d'Ibrahim Traoré gagne en lisibilité. La donnée chiffrée devient ainsi un révélateur politique, transformant la tentative de déstabilisation en argument de consolidation interne. Le contenu adverse reconstruit d'abord les deux argumentaires contradictoires dans leur forme la plus solide afin d'éviter toute lecture caricaturale de la crise burkinabé. Le premier argumentaire, souvent porté par certaines puissances extérieures, affirme qu'une influence discrète, voire clandestine, pourrait être justifiée par la nécessité de préserver la stabilité d'une région exposée à la violence armée. Selon cette lecture, le Burkina Faso constitue un maillon sensible du dispositif sécuritaire sahélien. Un pouvoir jugé imprévisible risquerait de créer un effet domino,
fragilisant les frontières voisines et compliquant la lutte contre les groupes armés. Dans ce cadre, les pressions financières ou politiques seraient présentées comme des instruments préventifs, destinés à éviter une dégradation incontrôlée de la situation régionale. Le second argumentaire met l'accent sur les risques internes. Il avance que la concentration du pouvoir autour d'Ibrahim Traoré pourrait conduire à une centralisation excessive, réduisant la pluralité politique et affaiblissant les mécanismes de contrepoids institutionnels. Cette approche soutient que le Burkina Faso, en s'éloignant de partenariats traditionnels, s'exposerait à une perte de soutien logistique et diplomatiques essentiels. La loyauté militaire, perçue comme pilier du régime, serait alors fragile, susceptible de se fissurer sous l'effet d'un choc interne ou externe. Ces deux raisonnements gagnent en crédibilité lorsqu'ils sont présentés isolément. Pourtant, les données issues des enquêtes décrites dans le contenu adverse viennent en limiter la portée. La multiplication des tentatives d'assassinat, l'existence de financements massifs destinés à acheter des défections et l'implication avérée de dizaines d'officiers montrent que les actions menées ne relèvent pas d'une logique défensive ou stabilisatrice. Elles traduisent une stratégie proactive visant à remodeler l'équilibre interne du pouvoir. Dans ce contexte, la résistance observée autour d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme une source d'instabilité que comme un facteur de blocage face à une fragmentation rapide de l'État. En prenant ces arguments dans leur version la plus solide, révèle ainsi un point clé. Lorsque les mécanismes réels sont mis au jour, les justifications théoriques perdent leur force explicative. Lorsque les enquêtes relient clairement certains acteurs internes à des réseaux actifs dans des pays voisins du Sahel, le cadre d'analyse change radicalement. Ce qui apparaissait comme une série de crises domestiques prend la forme d'une pression transnationale structurée, dotée de relais financiers, logistiques et relationnels. À partir de ce moment, le contenu adverse souligne une inflexion nette dans la lecture du pouvoir burkinabé. Il ne s'agit plus seulement de neutraliser des officiers compromis, mais d'identifier et de couper les circuits qui permettent aux influences extérieures de circuler. La priorité se déplace vers les intermédiaires, les points de contact discrets et les mécanismes de financement capables de se reconfigurer après chaque échec. Pour Ibrahim Traoré, à ce moment charnière correspond à une redéfinition de la défense nationale. La sécurité cesse d'être pensée uniquement en termes de frontières ou de casernes et s'étend aux relations régionales, aux partenariats sensibles et aux canaux diplomatiques. Chaque incident interne est désormais lu comme un symptôme potentiel d'une architecture plus large. Ce changement de perspective modifie l'ensemble des décisions ultérieures. La lutte ne vise plus seulement à réagir au complot, mais à rendre leur reproduction coûteuse et visible. En exposant les connexions régionales, l'État transforme une vulnérabilité en levier en forçant les réseaux adverses à opérer dans un environnement moins opaque. Les révélations successives décrites dans le contenu adverse produisent des effets qui dépassent donc largement le cercle des services de sécurité. À mesure que les tentatives de déstabilisation sont exposées, leurs répercussions se diffusent dans quatre sphères distinctes: l'État, l'économie, la société et l'équilibre régional. Pour l'appareil étatique, l'impact est immédiat. L'arrestation de plus de 50 officiers impose une réorganisation profonde des structures militaires et administratives. Les postes sensibles sont réévalués, les chaînes hiérarchiques resserrées et les procédures de contrôle renforcées. Cette recomposition vise à réduire la perméabilité aux infiltrations, mais elle entraîne aussi une centralisation accrue autour du noyau loyal à Ibrahim Traoré. L'État gagne en cohérence opérationnelle, tout en acceptant un fonctionnement plus compact, dicté par la priorité sécuritaire.
Sur le plan économique, les effets se manifestent en deux temps. À court terme, l'exposition publique des complots alimente une prudence renforcée chez certains investisseurs, notamment dans les secteurs stratégiques comme l'exploitation aurifère. Cependant, le récit adverse met en lumière un mouvement parallèle de recentrage. Des entreprises nationales revoient leurs partenariats, renforcent la traçabilité financière et s'éloignent des réseaux opaques susceptibles de servir de vecteurs d'influence étrangère. Les flux clandestins révélés agissent ainsi comme un signal dissuasif incitant à une plus grande transparence interne. Les conséquences sociales sont tout aussi notables. La population réagit par une vigilance accrue, nourrie par la prise de conscience que les pressions extérieures ne sont pas abstraites, mais susceptibles d'affecter directement la stabilité quotidienne. Des initiatives locales émergent, allant de la remontée rapide d'informations à la protection communautaire d'infrastructures clés. Cette mobilisation renforce un sentiment de cohésion, même si elle s'accompagne d'un climat de méfiance plus marqué, où chaque contact inhabituel est scruté. Enfin, à l'échelle régionale, le Burkina Faso devient un cas d'observation attentif pour d'autres États du Sahel confrontés à des dynamiques similaires. L'échec des tentatives visant à fragiliser le pouvoir par l'argent et les réseaux clandestins est perçu comme un précédent. La position d'Ibrahim Traoré gagne en visibilité, non seulement pour ses choix politiques, mais pour la capacité démontrée de l'État à absorber la pression sans se disloquer. Cette dynamique favorise l'émergence d'une solidarité régionale fondée sur la défense de la souveraineté et la méfiance partagée à l'égard des ingérences financières. Pris ensemble, ces effets montrent que la crise ne se limite pas à une série de complots avortés. Elle redessine les comportements institutionnels, économiques et sociaux, tout en influençant la manière dont le Sahel envisage sa propre résilience face aux pressions extérieures. À partir des dynamiques exposées dans le contenu adverse, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne relèvent pas de la prédiction, mais d'une lecture conditionnelle des forces déjà à l'œuvre autour d'Ibrahim Traoré. Le scénario de base repose sur la continuité des réformes sécuritaires engagées après 2024. Dans cette configuration, l'appareil d'État maintient une cohésion fonctionnelle, portée par la centralisation de l'information et le resserrement des chaînes de commandement. Les réseaux extérieurs voient leur marge de manœuvre réduite sans disparaître totalement. La stabilité reste précaire, mais suffisante pour éviter une fragmentation institutionnelle. Le coût de chaque tentative de déstabilisation augmente progressivement, décourageant les actions les plus visibles. Un scénario plus favorable apparaît si l'effet de retour observé au Burkina Faso s'étend au niveau régional. Une coopération accrue entre États du Sahel, fondée sur l'échange de renseignements et la surveillance des flux financiers, rendrait les stratégies clandestines nettement plus coûteuses. Dans ce cas, la transparence relative imposée aux circuits économiques sensibles pourrait rassurer certains acteurs internes. L'environnement ne deviendrait pas exempt de risques, mais plus lisible, ce qui favoriserait une reprise prudente de l'initiative économique nationale. Le scénario le plus défavorable envisage une mutation des pressions extérieures plutôt qu'un retrait. Si les canaux de corruption directe sont efficacement bloqués, les tentatives pourraient se déplacer vers des formes moins tangibles. Intensification des campagnes de délégitimation, exploitation des tensions sociales ou création de foyers d'instabilité périphérique. L'État serait alors confronté à un dilemme constant entre fermeté sécuritaire et préservation de l'espace civil. La clé d'interprétation commune à ces trois scénarios réside dans la capacité d'ajustement. Observer où circulent l'argent, l'information et les récits concurrents permet de détecter les inflexions avant qu'elles ne se transforment en crise ouverte. Dans cette perspective, la période à venir se joue moins sur un événement spectaculaire
que sur une série d'arbitrages continus, semaine après semaine, entre vigilance et ouverture. Au-delà des chiffres, des réseaux et des décisions sécuritaires, le contenu adverse invite aussi le spectateur à s'interroger sur sa propre manière de lire les crises politiques contemporaines. L'exemple burkinabé montre que les dynamiques de souveraineté ne sont pas abstraites. Elles se construisent à travers des choix répétés, souvent discrets, dont les effets dépassent largement les frontières nationales. Un premier niveau d'impact concerne la compréhension globale. Observer la trajectoire du Burkina Faso sous pression permet de mieux saisir comment l'ingérence moderne opère, rarement par des interventions visibles, mais par des mécanismes financiers, relationnels et narratifs. Cette lecture aide à replacer d'autres crises africaines dans un cadre plus large, où les mêmes logiques peuvent être à l'œuvre avec des variations locales. Le second niveau touche à l'évaluation critique de l'information. Face à des discours concurrents sur la stabilité, la démocratie ou la sécurité, le cas d'Ibrahim Traoré rappelle l'importance de distinguer les récits des données. Lorsque des montants précis, des arrestations documentées et des séquences cohérentes émergent, ils offrent des points d'ancrage pour éviter les interprétations purement émotionnelles. Enfin, un troisième niveau concerne la place du spectateur lui-même dans la circulation des récits. Partager ou commenter une analyse sans en vérifier les mécanismes peut involontairement amplifier des stratégies de pression symbolique. À l'inverse, privilégier des lectures structurées contribue à une compréhension plus équilibrée des enjeux. Dans un contexte où chaque crise devient rapidement un objet médiatique global, l'expérience burkinabé suggère une posture utile. Ralentir, observer les enchaînements et s'interroger sur ce qui reste constant derrière la diversité des discours. Cette vigilance intellectuelle constitue, à son échelle, une forme de responsabilité collective. Face aux pressions extérieures, mises en évidence par les enquêtes, le contenu adverse esquisse une sortie de crise fondée non sur un geste unique, mais sur une série d'actions coordonnées et mesurables. Cette approche graduelle vise à réduire durablement la vulnérabilité de l'État sans transformer la vigilance sécuritaire en rigidité politique, un équilibre central pour Ibrahim Traoré. La première étape concerne la gestion des ressources humaines militaires. Une rotation régulière des postes sensibles planifiée sur des cycles trimestriels permet de limiter l'installation de réseaux durables. L'indicateur clé réside dans la capacité à détecter plus tôt les comportements atypiques avant qu'ils ne produisent des effets structurels. La deuxième étape porte sur la traçabilité logistique et financière. Des audits périodiques des circuits de matériel et des flux associés visent à identifier les anomalies avant qu'elles ne deviennent des leviers d'influence. Le succès de cette mesure se mesure par la diminution progressive des flux non déclarés et par la rapidité de traitement des alertes internes. Une troisième action s'inscrit à l'échelle régionale. Le renforcement des mécanismes de coopération avec les États voisins du Sahel permet de partager informations et signaux faibles. L'efficacité ne se juge pas au nombre d'accords signés, mais à leur mise en œuvre opérationnelle. Enfin, l'implication des communautés locales constitue un quatrième pilier. La structuration de canaux de remontée d'informations fiables réduit le délai entre signalement et intervention, tout en ancrant la sécurité dans le tissu social. Dans cet ensemble, la difficulté majeure reste la continuité. Les mesures ne produisent d'effet que si elles sont maintenues dans la durée. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est donc pas seulement d'agir, mais de préserver un rythme d'exécution capable d'absorber les chocs sans épuiser la confiance interne. Lorsque l'on revient aux premiers indices évoqués dans le contenu adverse, ces gestes presque anodins prennent une autre dimension. Une enveloppe discrète, une proposition ambiguë, une aide présentée comme inoffensive. Chacun de ces éléments, pris isolément, semblait mineur. Ensemble,
Il formait pourtant le point d'entrée d'une stratégie conçue pour fissurer la cohésion interne sans provoquer de rupture immédiate. Au fil des mois, ces signaux ont cessé d'être ignorés. Des officiers ont signalé, des enquêtes ont suivi et des réseaux plus larges ont été mis au jour. Cette trajectoire donne à la crise burkinabé une tonalité particulière, celle d'un apprentissage collectif face à des formes d'ingérence de plus en plus sophistiquées. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'apparaît pas seulement comme un dirigeant contesté ou soutenu, mais comme le point de convergence d'un choix institutionnel clair, celui de préserver la chaîne de commandement avant qu'elle ne soit irrémédiablement altérée. Le motif central qui relie les approches discrètes du début aux révélations de 2024 est celui de la vigilance. Une vigilance qui s'est transformée en méthode, puis en discipline. Chaque tentative avortée a renforcé la compréhension des mécanismes adverses et chaque exposition publique a réduit leur efficacité. La phrase qui s'impose comme un rappel durable est simple. La souveraineté ne se défend pas par un acte spectaculaire, mais par une attention constante aux signaux faibles. C'est dans cette répétition silencieuse que réside la résistance la plus solide. Au terme de ce parcours, le contenu adverse laisse une impression nette. Les crises contemporaines se jouent rarement sur une scène unique. Elles s'étendent dans le temps, se déplacent entre sphères militaires, financières et symboliques, et sollicitent l'attention bien au-delà des frontières nationales. Le cas du Burkina Faso rappelle que la souveraineté n'est ni figée ni abstraite. Elle se construit à travers des choix répétés, souvent discrets, qui finissent par produire des effets visibles. Pour celles et ceux qui suivent ces dynamiques prolongées, la réflexion consiste moins à chercher des certitudes qu'à affiner ses outils de lecture. Observer les flux financiers, les relais régionaux et la manière dont les États réagissent à la pression permet de mieux comprendre pourquoi certaines tentatives échouent tandis que d'autres prospèrent ailleurs. Partager ces analyses, les discuter calmement et les confronter à d'autres terrains contribue à une compréhension collective plus nuancée. La question ouverte reste donc entière. Dans un environnement international saturé d'intérêts concurrents, comment un État peut-il renforcer sa résilience sans refermer excessivement son espace politique et social?